Vous parlez d'identité, je voulais remercier d'ailleurs encore une fois le Sécur et Nicolas de donner l'opportunité de faire des présentations un peu out of box. Moi je suis plutôt très opérationnel et technique, mais l'identité me tient à cœur depuis presque 30 ans maintenant, et j'ai l'impression que les gens ont du mal à comprendre la notion de l'identité en tant que telle, et surtout dans notre monde numérique et full numérique à aujourd'hui. Donc oui, c'est notre bien le plus précieux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis Gollum en arrière. Vous allez comprendre évidemment pourquoi. Je ne sais pas si le scan, oui, ça démarre. Parfait. Je me présente, je m'appelle Franck Désert, en informatique depuis 35 ans, analyste senior en renseignement cloud, renseignement des menaces et sécurité cloud, DevSec et DevSec. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des présentations. Je suis membre du Hackfest depuis 11 ans, du comité 5 ans, et je suis team lead de l'équipe de CTF depuis 4 ans maintenant. Et aussi avec le grand plaisir de faire Polysécure en même temps avec Nicolas. Je fais les 3 phases, que ce soit sur la Red Team, la Blue et la Purple. Je suis plus en Purple depuis ces dernières années, mais par défaut, c'est évidemment mon cheval de bataille. Tout le monde me connaît sous le sigle de Phoenix pour la partie du CTF. Donc sans plus attendre, ceux qui me connaissent, ils savent qu'à chaque fois que je fais une présentation, je démarre toujours par « Il était une fois » et de recomprendre à savoir qu'est-ce que l'identité. Et l'identité physique, parce que la plupart du temps, les gens dans le numérique oublient que, je ne sais pas, ils font les choses physiquement, mais dès qu'on passe dans le numérique, on oublie toutes les bonnes pratiques de base. Et souvent, dans toutes les présentations, d'ailleurs, je vais la refaire aujourd'hui, qui a fermé la porte de sa maison ce matin ou qui n'a pas fermé la porte de sa maison ce matin et pas sa voiture à clé. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mettez pas vos mots de passe derrière les claviers. N'inscrivez pas des mots de passe à 6 ou 8 ou 10 caractères, parce que dans la vie réelle, vous fermez vos véhicules, vous fermez vos maisons, et c'est marrant, dans le système numérique, vous faites tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je repars sur l'identité d'origine en disant ce qu'il faut comprendre dans l'identité, on va dire physique, c'est qu'elle est partout. On l'a dans les sciences humaines, c'est l'ontologie au niveau de la philosophie, pour l'identité de soi-même. On l'a en politique, c'est on va dire la science et l'identité politique, l'identité nationale, l'identité même sexuelle d'ailleurs, en l'occurrence, ou du genre. Donc on voit qu'on l'a au niveau physique, comme en mathématiques aussi, pour l'identité en algébrique, qui est, je crois, comme l'identité logique. Puis en droit, en administration, c'est là où on commence à rentrer dans notre sujet. On l'a aussi en entité morale, c'est toutes les entreprises pour lesquelles vous travaillez ou vos entreprises. Une entité morale et une entité juridique est là, et c'est là où le droit de mon identité personnelle devient une identité protégée par des droits internes. Et ces droits-là permettent d'avoir évidemment, on va dire entre guillemets, un certain garde-fou pour ce qui est de l'usurpation d'identité, et ça c'est le sujet d'aujourd'hui, et la partie évidemment du droit à se défendre et le vol de l'identité. Et les gens confondent la plupart du temps, même en droit classique, c'est-à-dire physique, que l'usurpation de l'identité et le vol, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, on le verra tout à l'heure. Au niveau technologique, c'est là où on rentre dans notre sujet de l'identité numérique, plus évidemment l'identité comme l'identité sonore, où les gens, normalement on reconnaît la voix, vous verrez tout à l'heure qu'on a aussi cette notion d'identité avec Echo, Siri, vous avez tous sûrement du Google Home à la maison et ainsi de suite, et avec votre identité de voix, c'est lui qui permet de vous reconnaître et compagnie. Donc on s'aperçoit que l'identité en tant que telle est complètement large et fait rentrer évidemment notre sujet. D'ailleurs, pourquoi la petite photo à droite, c'est que The Prisoner of Zenda, c'est on va dire un écrivain qui s'appelle Thorpe, un écrivain anglais, qui dès 1894 a décidé de faire la première pièce de théâtre avec une usurpation d'identité. C'était la première génération de comprendre, donc ça a quand même presque un siècle et demi, là, on va dire, enfin 130 ans, de faire de l'usurpation d'identité où le roi d'un pays qui n'existait pas, donc comme le Wakanda pour les Avengers, le roi était évidemment volé, ou en tout cas kidnappé, et on prend en fait on va dire une personne dans la rue, un Anglais qui lui ressemble, et on lui met à sa place pour évidemment qu'il fasse figure le temps qu'on retrouve le roi. Donc vous voyez que l'usurpation ne date pas d'hier, et c'est évidemment ça qui va nous faire avancer. Donc, sans plus attendre, bref histoire,
L'identité dans notre vie au quotidien date depuis plus de 100 000 ans, pardon. C'était au démarrage reconnu par de la joaillerie. Je suis désolé, au fait, sur certaines captures, c'est quand même en anglais. Et vous comprendrez aussi du fait que des fois, je ne pouvais pas les refaire. D'ailleurs, j'ai mis l'image vient de Trujillo. Là. Mais de l'autre côté, il y a des mots qui sont importants où la traduction en française est très mauvaise. Donc, je préfère que vous ayez les vrais termes anglais, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les rechercher correctement, évidemment, sur le net. Donc, plus de 100 000 ans, c'était la joaillerie, donc les bijoux qui permettaient de faire reconnaître par rapport à une société quelconque. Ensuite, on arrive 2000 ans avant Jésus-Christ avec les tatouages. Les tatouages, à une époque, étaient vraiment une notion où c'est pas pour on va dire de l'esthétique, comme on peut le voir aujourd'hui, ou pour éventuellement repousser, c'est vraiment de l'actualité. Après, il y a eu évidemment les Romains, avec les premiers documents, c'est 209 ans avant Jésus-Christ. Et on saute directement en 1414, donc, où évidemment King Henry V a commencé à générer le premier passeport. Et le premier passeport, le mot passeport, c'est passer le port. C'est comme copain, hein, couper le pain au truc, c'est passeport, c'est passer le port, c'est le sauf-conduit que les Romains avaient mis en avant. C'était le seul papier qui permettait, à l'époque, les transits se faisaient par voie maritime, et c'est comme ça qu'on faisait le transfert de voie maritime pour pouvoir le faire. Donc la falsification de la notion des passeports a commencé d'ailleurs à partir de 1500, 1600, un certain nombre de choses ont été évidemment sujetties à ça. Pareil, on fait un saut après, encore une fois, assez long de 1829, où là, c'est le ministre Robert Peel qui, lui, invente le premier numéro unique que l'on reconnaît sur tous nos papiers d'identité physique, évidemment. Pour arriver en 1814, William Henry Fox, d'ailleurs, c'est que des Anglais, hein, à date qu'on gérait ça, là. La notion de photographie dans un certain nombre de documents officiels, dont les papiers d'identité. Et on bascule seulement presque un siècle plus tard, à 4 ans près, sur l'introduction du numéro de sécurité sociale au niveau des US en 1936, du fait on va dire des arrivages énormes d'immigration qui se font au travers de la planète, surtout aux US. C'est comme ça. Et là, on saute encore une fois en 1980, avec les premières cartes de gouvernement, donc l'Allemagne, Singapour, République Tchécoslovaquie, la République de Tchécoslovaquie, l'Espagne, avec évidemment une carte d'identité telle qu'on l'entend aujourd'hui. Vous le verrez tout à l'heure qu'il n'y a pas. Puis en 2001, donc pas si loin que chez nous, hein, là on est à quoi, à 20 ans d'écart, et bien là, à cause du Patriot Act, un nouveau terme est arrivé, et ça va nous suivre pour la suite de la présentation, c'est le QIAC, le fameux Customer, le Know Your Customer, c'est-à-dire connaissez vos clients, parce que ça, c'est le Secure Trust du buzzword que vous entendez en technologie. Vous devez absolument connaître vos clients du fait que je ne veux pas être comme la HSBC, je ne veux pas évidemment, entre guillemets, blanchir de l'argent des Mexiques ou des mines d'or que je sais que ça vient de choses qui n'est pas claires. Là, on vous demande, et le Patriot Act, c'est une loi qui est aussi au Canada, et vous devez connaître absolument vos clients pour le faire. Après coup, on arrive à l'Advanced Biometric, ça a mis évidemment 2004, pour arriver en 2010, où là, la biométrie s'est élargie. D'ailleurs, maintenant, les Indiens, en Inde, l'ID system est d'office dans les cartes d'identité indiennes. Puis, je pense que vous en avez tous, un iOS ou un Android dans les mains. Vous avez évidemment la biométrie. Vous donnez d'ailleurs votre pouce digital aux États-Unis. Hein. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de données, vos propres données perso sont évidemment là-dessus. Puis après, il y a eu l'audio, comme on le disait, Siri, Echo, Cortana. Évidemment, maintenant, le système facial avec Windows Hello ou la reconnaissance faciale qu'on a avec l'iOS au niveau d'Apple. Donc, on voit le changement qui s'effectue à ce niveau-là. Et ça fait partie aussi, en l'occurrence, vous commencez à amener une identité, évidemment, numérique. Donc, rapidement, pareil, le Canada, dans le passé, avait des cartes de citoyenneté canadiennes qui étaient délivrées aux nouveaux Canadiens. Ça s'entend peut-être à mon accent, mais je suis aussi citoyen canadien, mais je suis français d'origine. Donc effectivement, en 2012, on est arrivé en 2011, on ne l'a même pas eu. En fait, ça s'est défait. Désormais, certains pays, donc tous les pays rouges que vous voyez sont les pays obligatoires à avoir une carte d'identité et que c'est obligé. Et les pays bleus sont évidemment les pays où il n'y a pas d'obligation, mais il peut y en avoir une existante, comme en France par exemple. Tous les autres pays,
La plupart du temps, il n'y a pas de carte d'identité nationale. C'est une carte qui est subtilisée à la carte d'identité nationale. C'est-à-dire le permis, pour le Canada ici, c'est le permis, la RAMQ ou le passeport, évidemment. D'ailleurs, vous avez le World Privacy Forum. Je vous invite à aller voir worldprivacyforum.org. Vous avez une carte totale qui est mise à jour presque en temps réel, mais ça ne change pas non plus tous les 5 minutes, qui permet de montrer les cartes d'identité, les cartes d'identité biométriques et les cartes d'identité vraiment, on va dire, identity card, comme on dit, au travers de la carte d'identité du pays. Alors maintenant, attention aux différences. Là, c'est là où je veux en venir avant qu'on arrive sur le point, c'est en droit et administration, l'usurpation d'identité désigne dans le droit le fait de s'emparer de l'identité de quelqu'un pour un but frauduleux. On est d'accord jusqu'à là, mais c'est là où les gens se perdent. C'est que l'usurpation d'identité débute toujours avec la collecte des victimes, toutes ces informations, carte de crédit, numéro, peu importe, date de naissance évidemment, enfin votre nom est déjà de toute façon important, comme d'ailleurs le nom de votre mère, hein, surtout, ne dites pas trop le nom de votre mère à chaque fois, et ainsi de suite, puisque c'est encore pris, c'est un truc vieux comme il faudrait que ça change, ce genre de choses, enfin bref. Et le mot de passe, évidemment, les ID et compagnie. Mais la victime de l'usurpation d'identité reste vivante et possède la faculté de défendre ses droits. Ça, c'est de l'usurpation d'identité. Quand on est dans du vol, ça suppose un acte criminel connexe. La victime décédée n'est plus en mesure de recouvrer ses droits. Donc, elle est généralement enterrée, l'identité avec quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, c'est soit pour effectivement prendre l'aspect de l'identité du décédé, ou soit effectivement de prendre la place de la victime pour évidemment se faire passer autrui. Puis ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire tout le cinéma qui existe depuis lors. Vous en avez vu des tonnes de films dans ce sujet, mais ça existe vraiment. Et ça, c'est vraiment la différence entre les deux. D'ailleurs, derrière, substitution d'identité et usage d'identité fictive, on le verra tout à l'heure, mais l'identité fictive, c'est de faire croire qu'on arrive à en créer une. On verra que c'est la fameuse synthetic ID. Et la substitution d'identité, c'est carrément peut-être même prendre votre place. C'est-à-dire que si j'ai suffisamment d'informations, date de naissance, les parents, l'adresse, le nom de la mère, éventuellement gérer, je ne sais pas moi, frère, sœur, puisque tout le monde a des réseaux sociaux et qu'on est capable de générer l'intégralité des données, il faut savoir par exemple en France, le droit au livret de famille n'est pas le même droit que le droit pour avoir un passeport ou une carte d'identité. Carte d'identité et passeport, c'est à peine s'il ne faut pas se faire une coloscopie avec photocopie de la totale et compagnie, sachant que le livret de famille, par contre, on rentre dans la mairie, bonjour monsieur, j'ai oublié mon livret de famille, j'ai pas perdu mes trucs, donc si vous allez en Belgique par exemple, si vous allez dans un pays, vous dites je viens de me faire voler, j'ai fait évidemment déclaration à la police, mais c'est pas vous, c'est le monsieur qui veut prendre votre place ou la dame. Puis qu'elle arrive dans le consulat de France en disant voilà, oui, bah, je m'appelle un tel, ma mère s'appelle comment, mon père, date de naissance, la totale, on vous redonne un livret de famille. Si on vous redonne un livret de famille, vous passez évidemment la frontière, vous arrivez à une mairie, peu importe laquelle, vous dites voilà mon livret de famille, j'ai perdu ma pièce d'identité, je la voudrais. Vous venez de vous créer une carte d'identité totalement valable et logique, et ça sans aucun hacking ni de problème, juste des failles où on demande à des gens de valider des tonnes de choses sur certains documents et pas sur d'autres, au lieu que ça soit unanime. Et c'est propre dans beaucoup de pays comme celle-ci. C'est là le problème à aujourd'hui, justement, pour l'identité PN, physique ou numérique, à la différence. Évidemment, encore une fois, les États-Unis ne sont pas en reste. Ils ont même déjà tellement trouvé que c'était grammatique pour eux. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut lire juste la petite note en bas. Aux États-Unis, l'identité est considérée comme une propriété privée. Donc, les citoyens peuvent changer de nom en une journée seulement, à condition de mettre à jour leur papier d'identité dans les 48 heures. Donc, dans les 48 heures, j'ai l'intégralité de mes informations, je peux rentrer dans un système de citoyens, c'est une sorte de mairie qu'ils appellent là-bas de trade, qui fait qu'à partir de là, il peut changer. Si je m'appelle John Smith, je vais m'appeler John Doe. Évidemment, je m'entends parler avec les points, mais je peux changer de nom et je peux faire. D'ailleurs, dans la période des subprimes en 2008, il y avait Batman qui a acheté évidemment l'Empire State Building, parce qu'en plus, ils ont été idiots de ne pas prendre des vrais noms. Donc en fait, c'était pas Batman, mais c'était le gars qui faisait Bruce Wayne, le gars, donc la fille qui avait pris les trucs n'avait pas compris qu'il s'appelait Bruce Wayne pour changer de nom. Waouh, au secours. Mais ça, vous pourrez le voir, c'est encore sur Google. Aujourd'hui, j'ai été vérifié pour savoir, donc c'est très drôle. Donc ça veut dire que comme on peut changer de nom, le vol de ressources, l'Identity Safe Resource Center, le fameux ITRC, existe depuis 1999.
Et au travers de toute la fraude, ça a été créé à San Diego en Californie, on s'aperçoit qu'ils ont presque plus d'1 million de vols d'identité par an. Par an. Pas tous les 10 ans, par an. Donc, l'affaire physique est aussi importante que l'affaire numérique, si ce n'est, on se dit, si déjà en physique, c'est déjà assez facile de voir qu'on peut changer les choses, comment ça va se passer au monde numérique? Pareil, le Canada n'est pas en reste. Depuis 2-3 ans, le Canada, c'est pensersécurité.ca. D'ailleurs, très bien fait. Des fois, on critique le gouvernement ou quoi que ce soit. Là. Pour le coup, j'ai rien à dire. C'est fait aussi pour les... C'est fait pour monsieur et madame tout le monde, comme je dis souvent, monsieur et madame Michu. Là. Bah, monsieur et madame Michu, il peut prendre. C'est fait pour les enfants. C'est pour gérer en plus un PDF complet, comme l'Ontario l'a fait d'ailleurs pour les sextorsions et la notion des gestions. C'est très bien pensé et ça montre aussi pas mal de choses au travers, évidemment, de l'identité et de l'identité numérique adéquate. Alors, évidemment... Le problème de l'identité, c'est que les gens confondent, et ça c'est le cercle vertueux, entre vie privée, sécurité versus confidentialité, et ces trois-là, c'est la différence entre l'anonymat. Et ça, il y a un flou total, artistique total entre les gens qui... autant en sécurité que les gens au global, mais même les gens en sécurité, la plupart du temps, s'ils ne le savent pas, c'est grave parce que c'est leur métier. Mais la plupart du temps, ils confondent la différence entre les deux. La sécurité n'est pas la privacy. La sécurité, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour sécuriser votre système. Les privacy, c'est le fait de dire qu'est-ce que je prends à mes gens dans mon entreprise ou qu'est-ce que je donne. Les noms, les prénoms, l'adresse, le code, mon NAS pour me payer ou en tout cas mon code bancaire pour évidemment me payer mes salaires et ainsi de suite. Mais ça, c'est privé. Qu'est-ce qui est dans le, je crois, confidentiel? C'est confidentiel, c'est du style... Tout ce qui est une entente confidentielle. Normalement, il y a un contrat. Donc, le contrat de travail, par exemple, c'est privé, mais confidentiel. Pourquoi? Parce que vous avez un NDA dans ce contrat de travail. Donc, c'est là la petite pointe. C'est pas parce que c'est privé, on va le mettre en sécurité, mais c'est pas pour autant que c'est confidentiel. Mais ça peut l'être la plupart du temps, puisque c'est sûr que la frontière est courte. Mais les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que la notion de confidentialité est une notion de consentement, pour déjà le privé, mais aussi pour le confidentiel, mais d'autorisation. C'est-à-dire que je peux être conscient et consentir que je donne mon adresse, tout mon pédigré complet, ma banque, au RH, mais je ne consente pas que la secrétaire du coin ait accès à mon compte RH. Normalement, c'est la patronne des RH ou le patron des RH qui a accès sur certains niveaux, ou le patron, évidemment, de l'entreprise. Et c'est là où ça commence à devenir, évidemment, conflictuel, ou en tout cas confusion, parce que on pense que dès qu'on livre éventuellement un mail, ou dès qu'on livre éventuellement une adresse, ou dès qu'on livre un point, tout de suite c'est confidentiel. Non, c'est privé, mais pas confidentiel. Et le confidentiel demande un contrat et obligatoirement une entente entre les deux, avec une notion d'autorisation. Pourquoi on parle de airbag dans nos domaines, pourquoi on parle de notion de rôle, ou de at-least privilège, comme a dit mon ami Patrick tout à l'heure, c'est parce que justement, même dans la vie physique, on veut évidemment l'avoir. Et l'anonymat, bien sûr, c'est tout l'inverse de l'autre. C'est pour ça que c'est différent. Quand je veux être anonyme, c'est que je ne veux pas qu'on me retrouve. Donc je veux ni mes affaires privées, je m'en fous de la confidentialité, puisque je suis anonyme, donc soit un avatar ou peu importe. Et la confidentialité, la plupart, si je suis anonyme, c'est que je suis confidentiel. Et ça nous amène à quoi? À évidemment l'identité numérique. Le nouveau terme et le buzzword, c'est l'IDN, pour ID numérique. Donc l'identité numérique, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations qu'on retrouve sur vous, sur Internet. On dit aussi que c'est l'image numérique d'une personne sur Internet. L'identité numérique se compose de traces volontaires et involontaires et héritées que nous laissons sur Internet après chaque connexion. D'ailleurs, le terme, il n'est pas vieux, il date de 2005. Le terme numérique apparaît en prolifération sur les réseaux sociaux. L'ID utilisateur est aujourd'hui l'un des mécanismes d'authentification, puis j'y reviendrai après, le plus courant utilisé dans l'ensemble de nos systèmes à faire. Effectivement, quand j'ai mis en place la presse pour mon ami Nicolas, je me suis dit, mais peut-être que l'ID, tout compte fait, c'est quoi l'ID numérique en tant que tel? Est-ce que c'est éventuellement que le login password? Parce que moi, dans mon métier, Red Team, par défaut, c'est quoi? C'est les mots de passe, c'est les clés partagées, c'est les clés de certificat, et c'est le login password qu'on veut avoir. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'ID en général? Non. En fait, c'est là aussi où, par défaut, c'est pour ça que ça me fascine depuis de nombreuses années. Ce qu'il faut savoir au travers d'Internet, c'est que c'est vos expressions, vos avis, votre profession, les réseaux sociaux évidemment qui vont avec ça, vos connaissances, votre audience, vos certificats que vous mettez tous,
on va dire en l'occurrence les blogs ou les gens avec qui vous intervenez, votre consommation, vos hobbies, et évidemment, pour finir, l'entreprise sur laquelle vous travaillez. Tout ça, là, c'est votre identité numérique. C'est l'ADN de l'identité numérique. Et ça, il y en a 3 cas d'identité, on va dire de catégories d'identité dans l'identité numérique. Vous avez l'identité déclarative, celle que vous faites tous quand vous ouvrez un formulaire et que vous créez votre profil, ou que vous voulez acheter, peu importe. Donc ça, c'est je note toutes mes informations, peu importe sur quoi. Puis après, vous avez évidemment l'identité, on va dire, agissante. L'identité agissante, c'est qu'est-ce que vous allez faire au moment où vous allez bouger sur Internet. IP de connexion. Ah, trop tard, je sais que tu es sur Vidéotron. Ah, trop tard, je sais que tu es sur Rogers. Ou que quand vous le faites comme agissante au travers d'Amazon. C'est comme ça que d'ailleurs Amazon, la force d'Amazon à aujourd'hui, pourquoi ça tue tout le monde et que c'est devenu un mastodonte, parce qu'il est capable de prédire. La notion de prédiction est déjà la notion de toute cette gestion-là en même temps, de cette identité agissante, qui malheureusement, au travers de cette identité agissante, est souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, involontaire. Parce que vous ne pouvez pas spécialement. Est-ce que je peux changer? Oui, je pourrais me connecter ailleurs, je pourrais changer. Ça, on le verra tout à l'heure. Mais effectivement, c'est ça, la agissante. Puis après, vous avez, on va dire, l'identité calculée. Ben, l'identité calculée, c'est quoi? Le fingerprint. Je vais prendre la chose la plus simple. Votre browser, dès que vous allez quelque part, pour évidemment savoir que c'est vous, ben, on va voir que c'est votre PC. Pas vous en tant que personne, pour le coup, mais on va dire dans quel système d'exploitation il est, quel browser il a, dans quel contour de fenêtre avec la taille des fenêtres, quel système de fonte vous utilisez, de quelle manière vous avez été référé, et ainsi de suite. Et tout ça génère un fingerprint. D'ailleurs, le meilleur des fingerprints à date, c'est Valve. Et Valve, c'est un de ceux qui, s'il y a des joueurs dans la salle, c'est Counter-Strike. C'est eux qui ont manipulé le fingerprint le plus puissant à date. Il faut jusqu'à formater le disque dur pour pas qu'il vous retrouve. Si vous ne faites rien, vous pouvez nettoyer l'intégralité. Vous pourriez même remettre Google, Chrome, je veux dire, ou même Firefox, peu importe les browsers, ils savent que c'est vous et ils savent que c'est la machine. Donc c'est pour ça que la notion d'identité n'est pas qu'une notion d'identité de login password. Alors évidemment, il y a son revers. Ça génère quoi, ça? Ben, ça génère pas spécialement un problème de sécurité en tant que tel de « je vais liquer quelque chose », c'est que ça va générer un problème de e-réputation. La fameuse e-réputation, c'est l'image numérique que renvoie une personne dans Internet, physique ou morale, ou une marque. On le voit. Et là, la guerre, malheureusement, puis je vais en passer rapidement parce que je pense qu'on est tous tannés là-dessus, mais on l'a vu avec Auchan, le Roi Merlin, si je prends que des marques évidemment françaises, mais il y a eu d'autres marques derrière comme Coca-Cola ou McDo. Dès qu'ils n'ont pas été évidemment exempts de partir de Russie, l'e-réputation immédiate, c'est boycott complète et avec tout ce que ça comporte dans les réseaux sociaux. Quand un gros du web a décidé de s'attaquer à un tout petit revendeur du jouet sur Paris, automatiquement, les réseaux sociaux s'en sont emparés, l'e-réputation à gérer. Mais ça marche aussi pour, malheureusement, les personnes, parce qu'on parle des personnes. Moi, aujourd'hui, les institutions, je ne dirais pas que je m'en fous un peu, mais ils ont les moyens de se défendre ou les moyens de prendre les gens adéquats. Mais quand je prends l'e-réputation d'un de nos enfants, le problème des attaques qu'ils peuvent avoir dans les réseaux sociaux, la notion évidemment de problématique des gens qui font que ben, comment ça se fait que tu m'as mis en photo dans le spa qu'on a été à l'autre bout, là, je t'ai pas demandé l'autorisation. Puis ça génère un like, pas un like et compagnie. C'est là où ça commence à devenir débile parce qu'on se dit mais est-ce que j'ai les moyens de le protéger? J'ai pas de Facebook moi. Mais l'autre, ils m'ont mis 3 fois dans les photos de son compte d'à côté et me voilà déjà notifié comme c'est. C'est ça le problème de l'e-réputation. Et ça, au travers de la e-notoriété, comme on dit, bah on découvre des éléments qui fait que c'est là où la justice, pour ça que je dis pourquoi, c'est là où l'e-réputation qui se construit à partir d'un flot incessant d'informations échappe à notre contrôle. Et c'est là où entre est-ce que c'est ma vie privée, le droit de confidentialité, le droit à l'oubli, comme on le dit, on le verra tout à l'heure, bah comme il dit en bas, hein, dans un monde hyper connecté, l'e-réputation, en quelque sorte, c'est le bouche à oreille, mais à 1000 voix. C'est-à-dire que quand quelqu'un demain décide de faire mal à quelqu'un, à partir de là, il a tous les moyens du monde et on a tous donné. Parce que souvent aussi, je repose une question à chaque fois à mes presses, qui n'a pas de réseaux sociaux dans la salle? Voilà. C'est bien, moi j'en ai pas. Mais le fait est, c'est que c'est ça le problème. C'est qu'on l'amène évidemment à ça. Donc comme on l'amène à ça, on se fait autant mal soi-même, mais on ne peut pas être
on va dire entre guillemets, dire je suis spectateur, mais c'est les autres qui devraient contourner le problème que moi je viens de générer. Et ça, c'est mon identité totale numérique, totale de reconnaissance. Je vous rappelle qu'Obama s'est fait capturer son compte en 2017 par un petit jeune de 17 ans, tout simplement en allant récupérer du social engineering de tout ce qu'il a fait depuis lors, pendant 6 mois. Et il a trouvé son mot de passe Twitter. Donc ça, le revers de la médaille, c'est quoi? J'adore. C'est ma no-see-dive. Allez voir la saison 3, épisode 1 de Black Mirror. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Madame Douglas, qui est l'actrice, vous la reconnaîtrez, elle joue dans Jurassic Park d'ailleurs, en l'occurrence, pour ne pas la citer, mais dans cet épisode, c'est la notion du droit de si j'ai un like ou une cote sociale en moins, je ne peux plus vivre. J'ai plus accès à quoi que ce soit. Et vous croyez que c'est si loin de nous, que c'est juste Black Mirror? La Chine vient de le mettre en place. La notion de la numérisation de la muraille de numérique là, que la Chine décide, Xi Jinping, il n'est pas idiot. Shenzhen, mais la petite ville de 30 000 habitants à côté, là, il y a des gens, actuellement, vous pouvez faire des recherches sur Google, ils ne sont plus capables de prendre l'avion ou le train, voire même, ils n'ont plus leur passeport. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2,7 dans leur moralité sociale. Pas traverser dans les clous, pas payer à temps les impôts, râler sur son job, et j'en passe des meilleurs. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui sur le passeport numérique. Puis derrière, c'est les réputations, c'est qui sont les influenceurs. Donc si on n'est pas dans un influenceur, on a tout perdu. Parce que l'influenceur peut démonter une marque comme Apple a monté complet. On l'a vu avec le Bitcoin, le Dogecoin. Vous savez, les trucs même, les conneries de papier numérique, là, 80 trucs où il ne faut pas y aller. Hein. Je vous invite surtout, gardez plutôt les trucs dans les vrais trucs de bourse, hein, si vous voulez le faire, là, on pourra en reparler. Mais pareil, quand Elon Musk a décidé d'aller sur Dogecoin s'est pris, paf! Puis d'un seul coup, il y en a un autre, tout compte fait, je vais en revendre un petit peu moins, paf, ça redescend directement. Tout ça selon éventuellement quoi? Qu'on croit que c'est éventuellement pour nous faire plaisir. Non. L'identité, c'est encore une fois, l'influenceur fait qu'on influence un point, mais s'il influence sur quelqu'un ou sur une marque ou sur une entreprise, vous imaginez. Et c'est pareil pour le bad buzz. Puis là, on voit des suicides maintenant pour les petits jeunes. On voit évidemment des problématiques que les parents ne sont pas là où il faut parce qu'eux-mêmes sont tellement déjà dépassés. Que les gamins, moi j'ai un ami, sa petite fille de 2 ans, elle a pris un bouquin, mais comme elle a vu qu'elle ne pouvait pas tourner les pages, elle a acheté le bouquin. Évidemment, elle a l'habitude d'un iPad tous les jours sous la truc, puis que ça glisse. Donc évidemment, quand elle n'a pas pu tourner le livre, c'est pas intéressant, on dégage. À partir de là, on oublie tout un point, c'est que tout ça arrive. Et l'effet Streisand, qui est l'inverse, on veut cacher quelque chose, puis là, ça fait l'effet inverse. Là, on veut évidemment cacher les points, puis là, tout compte fait, l'effet Streisand, c'est que tout le monde va faire l'inverse. Oh, il a voulu cacher ça, puis là, ça remonte en buzz, et là, tout le monde en parle. Donc, comme vous avez pu voir sur la dernière truc, le droit à l'oubli, le droit à l'oubli, c'est pareil. C'est la notoriété, le notarié 3.0. Qui, dans la salle, au niveau de notarié 3.0, a fait que femme ou mari a accès à l'intégralité de votre vie numérique et de votre identité numérique? Mot de passe, double code, on parlait de two-factor, multifactor, je reviendrai tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait la même chose pour le même compte, mais qui a accès, ou si demain vous disparaissez, je touche du bois pour tout le monde, est-ce qu'elle est capable de reprendre votre compte? Est-ce qu'elle est capable de vous mettre un droit à l'oubli sur votre Facebook et pas d'avoir pendant 18 mois le fait qu'on tombe des choses sur votre identité visuelle et de dire que merde, la personne est morte, mais ça continue toujours à défiler? Le droit à l'oubli pour Google, ou si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est 3 mois, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est 2 ans. Est-ce que je peux avoir accès aussi à ces mails? Parce que je peux avoir accès à ces mots de passe. Est-ce que je peux avoir accès à PayPal? Est-ce qu'il jouait éventuellement en ligne? Est-ce qu'il avait des bitcoins? Est-ce qu'il avait, je ne sais pas moi, des jeux points? Si vous n'êtes pas fait ce genre de choses, certains notaires ont déjà le fait. Le notaire 3.0, c'est ça. C'est plus faire un testament physique sur son identité, mais c'est sur l'identité, évidemment, numérique. Alors évidemment, tout ça, pour les statistiques, c'est important, c'est que là, vous avez, je l'ai pris en avril 2021, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, et la compagnie, tout de suite, l'a pas mis à jour en fin d'année, mais grosso modo, on voit quand même que c'est évidemment presque toute la planète qui est connectée, évidemment, sur le net. Vous comprenez, le 1000 voix. Là, justement, au niveau de janvier 2022, on est 7,9 milliards, il y a 5,3 milliards, donc 67% de la population qui ont un unique téléphone. Vous vous rappelez, vos téléphones que vous avez, où vous mettez vos empreintes digitales, votre face et l'identité visuelle et de tout ce que vous faites avec.
Donc c'est quand même 5,3 milliards. On est 4,9 milliards à utiliser Internet à tous les jours, 62%. Et pour les actifs des médias sociaux, c'est ce que j'adore, c'est que c'est 62% sur Internet, mais 58% sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 4%, peut-être les professionnels ou les gens qui ont compris qu'Internet n'était pas non plus un déversoir, mais en tout cas, ça donne évidemment l'efficacité de tout ce que je viens de dire au niveau de l'identité et de gérer. Et ça fait que, vous voyez, je vous ai entouré en rouge, le temps moyen, incluant évidemment le travail, mais le temps moyen par jour pour les Canadiens, c'est 6h26 sur son écran, peu importe lequel. Et ça engage évidemment tout ce qu'on vient de dire depuis le départ au travers de l'identité visuelle, puisque comme on vient de dire, la fameuse identité agissante. Si vous agissez pendant 6h26 tous les jours que Dieu fait, et avec l'intégralité de vos devices, je sors de la voiture, je pose le téléphone, je prends l'iPad, je prends l'iPad, je prends le PC, je prends les points avec les IP différents et compagnie. Croyez quoi, l'identité numérique, elle est comment? On sait déjà si un tel va être éventuellement avec son téléphone ou elle est déjà avec son PC ou qu'elle a éventuellement rentré, elle rentre à peu près entre 5h38 et 6h10. Donc je pense que les pubs Amazon devraient passer à ce niveau-là pour le faire et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est pas que pour faire du mal. Mais en tout cas, ça prouve que derrière, les stats sont tellement importantes que l'usurpation d'identité révèle un problème qui s'aggrave parce qu'au XXIe siècle, pour l'identité numérique, c'est le point majeur à date pour nous perso. Là, vous êtes ici pour voir Sécure à titre professionnel, mais tout ce que je viens de vous dire à titre professionnel s'attaque à vos familles. Enfants, parents, grand-mères, poissons rouges et chiens. C'est tout le monde. Vous verrez pourquoi les chiens tout à l'heure, j'en fais exprès de le dire. C'est souvent... Bon, je ne vais pas vous spoiler avant. Donc, évidemment, plus les années sont numérisées et transférées sur les serveurs connectés, plus les notions d'usurpation, évidemment, sont faites, puisqu'on a accès à l'information. Donc, les internautes, et je me permets au fait que les slides sont aussi pas mal écrits, parce que je vais évidemment le procurer à Nicolas, qui fera que ça sera aussi un aide et un outil pour vous à faire. Et étonnamment, Javelin et Stratégie Research a constaté que les acheteurs en ligne qui étaient prompts à identifier une tentative de fraude, 78% des victimes sont capables de détecter la fraude en une semaine. Qu'est-ce que vous a dit Patrick tout à l'heure avec Louis? C'est une attaque en 24 heures, en une semaine. C'est sûr que quand ça touche vos compagnies, vous n'en avez peut-être rien à secouer, mais quand ça touche éventuellement votre compte d'épargne ou votre contraire, ou la TD, ou BNC, ou peu importe, la revenu royal, ça va évidemment faire un peu plus mal. Donc c'est là qu'il va falloir évidemment faire attention. Et étonnamment, comme vous avez vu, malheureusement, les consommateurs ne semblent toujours pas être prêts à être proactifs pour sécuriser leurs données personnelles. Vous avez tous fermé votre maison et votre voiture aujourd'hui. Je ne comprends pas, là. À chaque fois, je pose la question, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec vos données personnelles? Pensez que c'est numérique? Comme les méchants qui sont derrière leur écran et qu'on pense qu'on ne va jamais les retrouver? C'est ça, hein? Mais là, les hackers, ils se mettent à cœur joie et les grosses sociétés qui ont les leaks, que vous n'êtes pas responsable, je parle que si vous n'avez tous pas vécu dans une grotte, vous avez su tous les leaks qu'on a à date, même au Canada, au travers des mots de passe. Donc, je ne vais pas remettre le poids sur mes amis de la fameuse banque verte, mais je ne vais pas dire le nom, mais la banque verte a fait que c'est 4,9 millions de nos données qui sont sur le dark web, et qu'éventuellement, on a Revenu Québec qui a fait la même chose, qu'on a éventuellement d'autres ministères qui ont fait la même chose, et que même Linkit, qui aujourd'hui est le meilleur en fait hack qui a été fait, parce que leur hash était évidemment, leur modèle de hashing était pourri, que évidemment on a à peu près 94% des comptes qui sont valables en termes de correspondance de mots de passe avec les hashes et avec les hashes tournés. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ne prennent pas en compte et en conscience que leurs données personnelles en identité numérique est aussi importante, si c'est même pire, que leur identité physique à aujourd'hui. D'ailleurs, la FTC, la fameuse Federal Trade Commission, révèle que l'usurpation d'identité représente la plus grande partie des fraudes, avec 29,39% de toutes les escroqueries signalées en 2020. Il y a 2 ans, je n'ai pas eu les chiffres 2021. Et la FTC a également fait état d'une augmentation de 73%. Regardez, entre l'année de 2019 à 2020, c'est près de 1,4 million d'incidents. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Correspondant à 650 000 en 2019. Pourquoi? Parce qu'on donne tout. On donne tout. Donc les âges
Désolé s'il y en a certains qui sont dans ces âges-là. C'est les millénaires, hein, 30, 39 ans et 40, 49 ans. C'est ceux-là, puisque c'est ceux-là les plus connectés la plupart du temps à titre professionnel ou à prendre moins. Puis comme vous le voyez sur le imposteur scam, c'est lui qui est le plus haut. Le phishing, le clicker fou, le gars qui pense que tout est gratuit et que c'est super et qu'on va cliquer. Hein. Quand c'est gratuit, je vous rappelle, c'est vous le produit. Puis de l'autre côté, quand c'est trop beau, c'est évidemment pas possible. Alors évidemment, le leakage, les data leakages se font par intentionnel threat, donc des menaces intentionnelles ou des menaces inadvertantes, avec de l'accident de phishing, ça existe, configuration erreur, suivez OWASP, improper encryption, suivez OWASP, et les lost computers où les privilèges abusent. Combien il y a de gens encore qui mettent que leur computer n'est pas encore verrouillé avec un mot de passe fort ou un mot de passe qui pense que d'avoir le mot de passe sur Windows ou sur Linux, moi, c'est pas grave, si je perds mon PC, c'est pas important. En quel honneur? Je prends le disque dur, je l'extrais, je le mets à l'extérieur, j'ai accès à vos données, même si je n'ai pas accès à Windows. Ah, mais vous l'avez chiffré. OK, bon, on va le chiffrer, mais avec le BIOS, je peux quand même le défaire. Parce que tout compte fait, le BIOS, il y a des systèmes qui permettent de recouvrer. Il faut vraiment chiffrer avec BitLocker ou avec certaines affaires. Mais est-ce que ça, à titre même perso, vous le faites? Mais pourtant, vous travaillez avec aussi vos appareils perso. Et c'est aussi vos données personnelles en même temps. Non, on le fait à titre professionnel, mais rarement à titre perso. Puis derrière, c'est ça qui est complètement aberrant. En moyenne, chaque mois, c'est 4800 sites web qui sont compromis par un formjacking. 4800 sites web. Les canary tokens, les canary phishing. Les canary phishing, c'est le fait que les clouds publics à aujourd'hui, comme Microsoft, Google et compagnie, permettent pour faire le développement de générer une sorte de pré-prod ou de pré-dev pour pouvoir gérer justement une notion de dire bah tiens, je vais faire comme si tu te connectais sur 365. Vous croyez quoi? Que c'est pas accessible pour les méchants? Les méchants vont dire bah non les gars, ça on va vous les laisser pour les gentils, nous on va faire autrement, hein. Je vous promets, on va le faire autrement. Ah non, les méchants ils ont accès au cloud public, ils ont accès comme à tout le monde à faire. Microsoft aujourd'hui il est dédié à 12% de ransomware dans son putain de cloud public. Amazon c'est 18%. GitHub il renferme pas loin de 23% de code malveillant. Vous croyez quoi? Que les méchants ne les utilisent pas? Ils font que ça. On leur offre la possibilité. C'est 750$ pour faire un compte sur Amazon. On vous l'offre pour une année. Si j'en fais 10, ça fait combien? 7500. Mais si j'en fais 100, bah, je viens d'avoir 70 000$ de possible. Pourquoi je le changeais? Puisque je peux changer d'IP, de nom, de façon de faire. C'est juste des identités virtuelles. Royaume-Uni, l'usurpation d'identité a atteint un niveau épidémique. C'est 3 millions de personnes. C'est la moitié... Non, excusez-moi. C'est 3 millions de personnes par mois. Et en une année, c'est au moins 49%, donc c'est une personne sur deux au Royaume-Uni qui s'est fait frauder, peu importe comment, son identité, autant physique que numérique. Les données de carte de crédit volées que je disais tout à l'heure, ou le fameux data leak des dark web, ça se vend 0... Ah bah ça se vend 50 sous sur le dark web. Une identité canadienne à aujourd'hui sur le dark web, c'est 21,50 $. C'est pas cher, hein, pour une identité complète. Donc là, on verra comment on fait pour une identité complète après. Le piratage des comptes a augmenté de 72%. 40% des piratages surviennent dans les 24 heures. Patrick, je te le confirme. Et les enfants, maintenant, sont souvent victimes d'usurpation d'identité. Pourquoi? Vous croyez que les jouets ne sont pas connectés non plus? Que la poupée avec la caméra, elle ne la voit pas? Que comme au Black Hat, il y a 3 ans, le gars qui a démonté une des poupées de Jouet Club n'a pas pu monter le garage en faisant mine que c'était, il a hacké la porte de son garage? Vous croyez quoi? Que c'est super protégé parce que vous pensez que la boîte de jouets a suffisamment de moyens pour dire oh, on va appeler Patrick puis on va faire le top 10 de l'OASP sur nos jouets. Génial! Bah super, enfin quelqu'un qui écoute. Patrick? Parce que moi, comme j'ai dit à Patrick tout à l'heure, moi, le top 10, ça ferait... La première présentation que j'aurais fait, c'est putain, écoutez-moi, une bonne fois pour toutes, ça fait 20 ans que je le dis, le top 10. Ben, c'est pour ça. Ces clients-là, on fait comment, hein? Ben, c'est ça. Alors, évidemment, usurpation et vol d'identité, comme on l'a dit, débute toujours par une collecte de renseignements personnels sur la victime. C'est évidemment très, très fort parce que c'est le numéro de téléphone, la date de naissance, je vous rappelle, hein, les familles, les trucs classiques, c'est ce qui permet, évidemment, de récupérer tout ça. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec évidemment les victimes décédées, c'est le vol qui se prend... je préfère le remettre en place, mais vous pouvez défendre vos droits à ce niveau-là quand vous êtes en usurpation. Alors comment font-ils? Des renseignements, les principaux renseignements personnels qui sont bien. Puis on va voir si c'est difficile à les trouver. Non complet. Ben non, vous les avez tous sur votre carte. Vous avez vu que moi j'ai retourné ma carte? Donc non complet. J'ai déjà le non complet. OK.
Donc la boîte, bon, c'est vrai que je présente, je triche, hein, je me suis présenté tout à l'heure, c'est vrai. Mais là, je suis avec du beau monde, tout compte fait. Merci Nicolas. T'aurais pu mettre, je sais pas moi, John Doe, John Wick ou un truc du genre. Enfin bref. Date de naissance. Après, selon les cheveux blancs, les gens, les machins, c'est facile. On peut éventuellement, adresse résidentielle, on peut suivre. Adresse électronique. Oh purée, j'ai fait un contact. Bah donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer la presse. Bref. Les mots de passe, non, ok. Tu rends ce numéro social. Le numéro de RAMQ, facile à calculer. Il est évidemment en ligne. Et si je connais vos 2-3 premières lettres, la date de naissance, je peux calculer les 2 chiffres évidemment derrière. C'est assez facile. C'est comme les cartes de crédit. Hein. Vous savez que c'est quand même un calcul qui se fait avec la formule LUN. Hein. LUN, L-U-H-N. Vous verrez, c'est assez facile pour savoir si c'est une Visa, une Mastercard ou peu importe. Signature manuscrite, surtout, hein, quand les RH vous demandent une signature manuscrite en PNG, puis envoie-moi-le, je vais te signer la feuille, s'il vous plaît. Faites pas ça. Les numéros de passeport, on l'a vu, le numéro de permis. Le numéro de permis, on vous a demandé éventuellement une pièce d'identité. Qui vous dit qu'il n'y avait pas une caméra? En France, ça a été ça. Un gars avait fait un truc avec son pied. Donc à chaque fois qu'il demandait les cartes pour payer, oui, venez payer. Payez au comptoir. Le mec, il voulait même pas lâcher sa carte, pas de problème. Au moment où il payait, il mettait sa carte, pouf, et il avait la clé. Oh mais attendez, je voudrais voir votre signature, parce que je suis pas sûr que ça soit vous. Hop, il la tournait, pouf, il avait ses CV. Nickel, on a la totale. Non, j'ai pas beaucoup hacké là, hein. C'est pas vraiment très compliqué. Donc évidemment, en volant votre portefeuille, votre sac à main, en fouillant vos poubelles, les poubelles. Moi j'ai une caisse à la maison, d'ailleurs, ça enquiquine ma femme tellement depuis longtemps, mais elle est restée depuis 32 ans, donc je me dis que je l'enquine plein de pas souvent, mais mon pote n'est pas là, mais c'est brûlé à chaque année. Tout ce que j'ai décidé qui est fait, tout va dans cette bannette. Et une fois par an, je vais chez mon pote à Saint-Brigitte-de-Laval et on se fait un super feu de camp. En plus, c'est cool, on boit un coup, on peut faire des guimauves, on brûle des choses qu'on en a rien à secouer, on fait attention de ne pas garder d'historique là-dessus et on brûle tout. Comme ça, en brûlant tout, on ne fouille pas les poubelles, on ne fait pas de choses qu'on donne à quel que soit, parce que ça dépend contre qui vous vous défendez. J'ai pas proposé où je me défends contre un État, mais je me défends contre des gens qui font qu'au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans de bons et loyaux services, vous n'avez pas envie que quelqu'un puisse éventuellement dire lui, la madame elle joue avec une Audi, lui il a une Acura, l'autre ils ont une grosse baraque et autres. Bah, je pense que les poubelles vont être rentables quand même. Donc c'est ça qu'il va falloir évidemment faire attention. Bon. Évidemment, en se faisant passer pour votre créancier, après il y a tous les phishing, en vous incitant à évidemment vous donner accès à vos appareils électriques ou en trafiquant pour les guichets automatiques. Je vous rappelle que, comme je le disais, on le verra tout à l'heure pour la partie faciale, Ofido, qui est une des grosses boîtes les plus connues aujourd'hui dans la notion numérique et faciale, on s'en va à faire du Mission Impossible. J'adore. Vous connaissez MI2, là, avec Ethan Hunt? Vous savez, le gros machin qui fait qu'ils font leur dessin, puis hop, ils mettent les masques. Ben, on croyait que c'était filmé, ça. C'était fait. Non, Ofido, ça y est, depuis 2 ans, les nouveaux systèmes pour passer le système facial, les mecs, avec les imprimantes 3D et les nouveaux flex, donc le fameux TGEG, qui est le petit filin qui vous permet, ben, ils créent les masques à la tête de la personne. Au lieu de mettre maintenant les photos, ou au lieu de mettre en 2D, on va créer les masques et on le passe directement pour avoir au moins la texture d'en haut des cheveux et compagnie, parce que maintenant les systèmes sont de plus en plus sophistiqués, et de vous faire passer évidemment le système. C'est cool. Alors évidemment, oh pardon, je suis passé de l'autre côté. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fraude de l'échange de la carte SIM, qui évidemment aujourd'hui, encore une fois, est peu connue, ou en tout cas connue par les professionnels et moins par monsieur et madame tout le monde. Mais la stratagème du piratage, c'est qu'avec l'usurpation d'identité et avec tous vos données personnelles, allô Vidéotron, bonjour, j'ai perdu ma carte et ma SIM, elle est tombée dans le truc. Oui, bah, je m'appelle un tel, machin. Oui, le nom du truc, il vous pose quoi? 2 questions. Vous êtes assez probant. Écoutez, oui, la femme s'appelle un tel ou le truc. Vous pouvez me renvoyer une SIM? Pas de problème, c'est du swapping. On vous renvoie la SIM. La SIM, vous la contrôlez, vous avez votre téléphone, on met le téléphone, et qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Ah oui, tout à l'heure, Patrick, tu m'as dit, two factor. Ouais, mais vous avez le téléphone. Vous avez la SIM, donc vous avez accès. Donc là, après, il installe tous les services que vous pouvez installer, Gmail, Hotmail, tous les comptes, peu importe. Puis là, bah, j'ai oublié le mot de passe. Oui, pas de problème, bonjour, je fais un petit push sur votre téléphone. Oui, bah, j'ai la SIM, je peux. Et ça, aujourd'hui, au Canada, depuis le mois dernier, c'est 650 000 swapjacking qui a été fait. D'ailleurs, le CRTC, ou l'ancien nom du CRTC, je ne sais plus comment il s'appelle ici, là, mais désormais, les Vidéotrons, les Rogers et tous ceux, je vous rassure, ont mis en place un certain nombre de choses. Maintenant, vous devez, avec les nouveaux cartes SIM, donner un code PIN et un code de vérification pour changer, évidemment, la carte SIM. Heureusement, mais on est en 2022. Ça aurait dû se faire déjà depuis belle lurette. Je vais accélérer.
À partir de là, il y a aussi le SIM-jacker. Allez voir aussi le SIM-jacker, puisqu'après, évidemment, en trouvant vos renseignements personnels, en communiquant avec le fournisseur, en faisant évidemment associer la nouvelle carte SIM au numéro du cellulaire et en téléchargeant l'intégralité de toutes vos applications qui sont faites. À partir de là, ils ont la main. Ce que vous voyez à côté, c'est le SIM-jacker. Le SIM-jacker est une autre technique encore. Et là, vous avez simjacker.org avec en plus toutes les explications de comment faire. Donc, si les gars n'ont pas protégé suffisamment, vous pourriez éventuellement en spolier quelques-uns. Alors, quelques expériences vécues par des proches, et rapidement. Donc, comme je le disais, qu'est-ce que le vol d'identité synthétique ? Le vol d'identité synthétique est la création d'une identité fictive à l'aide d'éléments fabriqués ou valides, tels que le numéro de sécurité sociale, le nom, l'adresse, les dates de naissance. Les fraudeurs s'emparent d'une grande partie de ces données personnelles par le biais de tout ce qu'on a vu. Les fraudeurs à l'identité synthétique fusionnent sur les données personnelles réelles et fausses des consommateurs pour créer une nouvelle identité. Donc, en gros, j'ai l'identité de madame tout à l'heure, je prends l'identité, je mets la photo de quelqu'un d'autre à la place. Je vais évidemment aller dans une autre province, je vais dire que j'ai perdu telle et telle identité, je me crée des identités possibles. Alors vous allez me dire comment ? Le truc est simple, c'est que voilà comment on le fait. C'est Crédit Karma, par exemple, ou Borrowell, ces espèces de totaux de sociétés qui sont une canadienne et une américaine, passent par l'une TransUnion et l'autre passe par Equifax. Sauf qu'ils se sont dit, moi la cote de crédit, je te la mets gratuite. Waouh, ok, mais comment tu fais ? C'est simple, tu me donnes les renseignements personnels de base. Ton nom, ton prénom, ton mail. Donc là, évidemment, je mets nom, prénom de quelqu'un que je connais. Monsieur Robert Mammouth, avec son mail que j'aurais créé qui s'appelle mammouthR@gmail.com. De là, il faut juste la date de naissance et le nom de jeune fille de sa mère pour crédit. Et Borrowell, il demande juste la date de naissance, soit de la personne, le nom de jeune fille de sa mère et l'adresse de sa mère, ou l'adresse des parents. Parce que ça, c'est une supplémentaire. Dès que vous avez fait ça, ça y est, le compte est créé, et là, il vous sort la cote de crédit. Parce qu'il y a des boîtes comme Refresh Financial et Co, qui sont des sociétés qui permettent de créer des cartes de crédit virtuelles, vous demandent simplement, comme vous le voyez en bas, mais prends ta carte de crédit free, puis en plus ça marque, cela ne touchera pas mon crédit. Non, la vérification de code de Crédit Karma est juste une interrogation, ça ne bouge pas votre code. Donc là, le fait est, c'est que par défaut, les gens le font pour savoir si l'usurpation d'identité est viable, parce que si vous avez une cote de 460, évidemment, ça ne va pas être cool, mais si vous avez une cote de 800, c'est sûr qu'ils vont se faire plaisir. Et dans le cas de mes amis proches qui est fait, ça vient souvent du leak de la boîte verte. Le leak de la boîte verte ont fait qu'ils ont été, par exemple, un de mes amis, c'est Winnipeg, il s'est fait ouvrir un compte à la CIBC, donc ça a été refusé. Ça a démarré ensuite par un compte à TELUS, qui TELUS l'a rappelé, ça a été refusé. Qui derrière l'autre, il a continué pour essayer, donc là, ça y est, c'est l'engrenage qui démarre. Donc, qui a démarré à dire, je voudrais une location. Donc le gars a décidé aussi de voir s'il pouvait pas se louer un appart pendant un week-end. Pareil, ça a été aussi rappelé et fait. Donc ça, c'est à chaque fois la vraie vie qui revient. Vous devez déposer plainte à la police, vous devez déposer plainte à la loi antifraude, vous devez avoir évidemment un certain nombre de choses à faire en termes de vos choix. C'est dramatique, honnêtement. Puis après, il y a aussi une de mes amies qui s'est fait avoir, elle n'est pas fière, mais s'est fait avoir aussi par un deepfake, où le deepfake, vous savez, on vous soutire de l'argent, pas par le deepfake, mais on vous soutire de l'argent la fameuse fraude amoureuse, comme on dit. Mais là, au lieu d'être amoureuse, c'est une deepfake parce que les notions de machine learning et de gestion de face pour se faire passer pour quelqu'un, c'est ce que lui faisait passer à Tinder, ou en tout cas au service de points, et c'était en fait quelque chose qui était complètement 3D et illusoire. Et par contre, le gars existait parce que c'était un mec en Inde avec Pakistan ou je sais pas quoi, chirurgien et autres, mais le type, c'était un mec de 20 ans au Congo, au Sénégal, en Afrique, qui faisait ça à distance. Donc, comment se protéger ? Et très rapidement, je vois qu'il est 7 minutes 50, donc soyez vigilants et ne donnez pas de renseignements personnels, s'il vous plaît, à condition de connaître la personne ou l'organisation. Des choses claires, comme vous avez fermé votre porte de maison ou votre porte de voiture. Je suis avec ma banque, j'ai pas de problème, j'ai pas le choix, il faut bien que je deal avec ma banque, ok. Mais n'importe qui d'autre, je deal avec ma pharmacie ou avec mon médecin. Mais n'importe qui vous demande des données qui va au-delà des données classiques, même d'un mail, vous devez vous poser la question, pourquoi je te le donnerais ?
Tu as besoin de quoi? Un copain, un truc? Oui, mais une organisation. Donc faites attention. Évidemment, les paramètres de confidentialité, toujours à télécharger, normalement, il faudrait les lire, mais je suis d'accord, moi le premier, on ne les lit pas. Mais donc, vérifiez que si vous n'avez pas besoin d'application, enlevez-la. Le trash numérique à aujourd'hui est énorme. Combien il y a de gens qui ont des applications dans leur téléphone, puis que derrière... Vous savez que sur Android, vous avez un truc qui vous dit depuis combien de temps vous avez joué sur des applications X ou Y. Et quand vous savez, quand on dit qu'on déménage puis qu'au bout de 6 mois, vous n'avez pas ouvert le carton, c'est que tout ce qu'il y a dedans, vous n'en avez pas besoin. C'est pareil pour le téléphone. Hein. Si l'application, ça fait 8 mois que vous ne l'avez pas ouverte, désactivez-la. Nettoyez vos accès. Parce que le password reuse, si vous ne vous rappelez pas que vous êtes inscrit à Kijiji il y a 2 ans puis que vous n'avez jamais réutilisé, si le mot de passe est pourri, les gens vont évidemment le récupérer. C'est toujours le même débat. Pareil, optez pour l'authentification à 2 facteurs. Et quand je dis 2 facteurs, c'est vraiment 2 facteurs pour un compte. Le multifacteur pour le même compte est possible. Soit vous le faites avec du SMS, soit avec un jeton, donc une clé ou peu importe. Mais le tout facteur pour chaque compte est primordial, même si ça peut se bidouiller comme le SIM swapping. Mais quand même, le two-factor, c'est compliqué à faire. Puis en plus, si vous permettez d'avoir du multifacteur sur le même compte avec une clé comme un YubiKey ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile parce que vous dites que c'est lui qui prend la main et non pas le téléphone. Puis passez par de l'application et non pas par le téléphone SMS. Parce que le SIM swapping, le SMS, vous venez d'être fait. Que si c'est l'application vous demande un mot de passe pour y retourner. Donc la personne ne peut pas y retourner. Désactivez la fonction de géolocalisation, s'il vous plaît, quand vous n'en avez pas besoin, à part si vous roulez et que vous êtes vraiment perdu. Protégez vos données et utilisez les sites sécurisés, évidemment, et le Wi-Fi public. On est conscient de Wi-Fi public, je sais, vous êtes tous pris, c'est tous cool de faire du Wi-Fi et autres, mais faites pas votre banque à l'aéroport, faites encore pas votre banque dans le sécure, et soit passez par votre téléphone avec un hotspot, ou faites autre chose avec le WISP, là, avec les petits routeurs de protocole de transfert, au moins vous ségréguez le réseau que vous avez à l'interne. Alors évidemment, assurez-vous de réaliser vos transactions sur les sites légaux, déconnectez-vous à votre poste. Il vous l'a dit, Patrick, déconnectez-vous, supprimez vos caches, supprimez vos cookies, n'enregistrez jamais de mot de passe. Jamais, jamais. Dès qu'un site vous demande d'enregistrer le mot de passe, vous oubliez ça. C'est pas possible. Oui, c'est la fainéantise, mais le problème, c'est que ça génère que si le malware est dedans ou si dans la partie publique, l'extension est dans votre Chrome, vous êtes déjà connecté. Déjà, on dit que les sessions peuvent rester pendant 4, 5 heures, 6 heures, selon que c'est mal. Vous aurez de toute façon une action qui est faite. Pourquoi les banques se déconnectent rapidement? C'est pour cette raison. Utilisez quand même quelques logiciels quand même de sécurité. Windows Defender, si vous êtes dedans, est très bon. Si vous avez la chance d'avoir du E5 parce que vous êtes dans une entreprise pro, faites-le aussi. Puis après, votre Wi-Fi, tout le monde dit 12 caractères, non, 16. Puis alors des fois, on me dit, mais 16 caractères, Franck, comment tu veux que je m'en souvienne? Vous aviez tous des mots de passe à 8 caractères. Mettez un dièse entre les deux, puis assemblez les deux. Vous allez le trouver, mais ça fait 16. Même 19, même 17. Comme ça, au moins, vous avez 17, puis vous les tournez, puis vous en avez 3, 4, puis comme ça, vous n'avez même pas besoin de password manager. Parce que ça aussi, password manager, tout le monde m'en parle comme Saint Graal. J'ai pas une boîte de password manager qui appartient pas aux États-Unis. Il y a une boîte comme, pas First Password, mais d'autres. Borrowen aussi, les gens administrateurs de Borrowen, il y a des gens qui ont été vérifiés qui c'était. Il y en a un, il ne me plaît pas de trop. Puis d'autres, s'ils augmentent leur version en disant pour tes accès à ton profil, maintenant c'est $20 de plus par an. Vous faites quoi? Alors s'il vous plaît, mettez des cadres de mots de passe en disant ces mots de passe-là, c'est Revenu Québec, c'est mon arc, c'est ma banque. Puis ça, c'est 22, puis j'ai plusieurs mots de passe que je m'enregistre, puis je tourne. Puis après, derrière, vous avez d'autres mots de passe un peu toujours de grand, mais avec évidemment un autre avatar ou un autre mail pour pouvoir le faire. Mais votre password manager, plus vous allez le changer, plus il va falloir le maintenir, puis il va falloir le maintenir sur votre cellulaire. Qu'est-ce que je viens de dire? Si on fait un swapping, ça fait quoi? Imaginez, vous avez First Password sur le cellulaire, pouf, il a fait swapping, j'ai oublié mon mot de passe principal. Bouge pas, attends, je te fais un two-factor. Oui, mais je l'ai. Puis là, vous avez accès à l'intégralité de tous les mots de passe de tout le monde. Vous avez beau mettre tous les mots de passe génériques du monde, ça ne sert pas plus à grand-chose. Alors évidemment, numérisation des NIP, attention, les cartes NAS, le NAS, c'est gouvernement fédéral et à des fins d'emploi et accéder aux prestations. Il reste chez vous dans un putain de truc. Ça ne sert plus. N'importe qui vous le montre, même la banque n'est même plus autorisée de le faire.
Les relevés officiels, déchirés, brûlés, faites éventuellement des trucs guimauves à chaque année, hein, ou un password day avec votre famille. Vous savez, avec votre famille, au fait, chérie, t'as fait quoi comme password aujourd'hui? Oh, ben, j'ai écrit des trucs. Ou les enfants, je suis sur Steam, je suis sur machin, je suis sur un tel, puis j'ai autant de passwords. Ça aussi, c'est une identité évidemment numérique. Courriel, texto, je vous en parle même pas. Puis vous avez aussi le 7726 spam, enfin qui veut dire spam. Si vous avez des spams, puis maintenant dans Android, vous avez Aria, qui est aussi un nouveau service qui vous montre évidemment si le courriel est pourri. Quand le SMS passe, il vous dit « anti-pourriel », tout de suite. Pourquoi l'empêcher? C'est built-in dans votre abonnement. Donc, faites-le. Comment se protéger pour l'e-réputation? Là, vous n'avez pas le choix. C'est le botte de foin. Il faut toujours être en veille, faire le ménage. Si vous êtes des pros là-dessus et que vous êtes en professionnel, vous n'avez pas le choix de vous faire connaître sur des blogs et des forums spécialisés. Vous devez anticiper. Vous devez sourire, vous êtes sur le web. C'est comme pour, évidemment, sourire, vous êtes filmé. Et soyez présent dans les réseaux sociaux et distinguez votre vie pro et votre vie perso. Votre vie perso et votre vie perso. Personne n'a besoin de savoir comment s'appelle votre épouse ou votre mari. Encore moins si vous avez 3 enfants, 2 enfants, des filles, des jeunes filles, une grand-mère et quoi que ce soit. Le méchant va prendre par là. Moi, je ne vais pas vous attaquer, vous, en tant que truc. Je vais attaquer, évidemment, la grand-mère qui ne va pas se protéger. Ou éventuellement la fille. Parce que la fille aura été sur Instagram, Pinterest, géolocalisée avec Foursquare et compagnie. C'est ça, l'identité numérique. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils vous récupèrent. Donc, évidemment, ça fait un peu feuille de foin. Mais pour la cible, pareil, établissez avec votre fournisseur. Puis si j'espère vous l'avoir dit, que tout le monde appelle son fournisseur de NIP aujourd'hui, j'aimerais, là, vous considérez, bonjour, vous avez la protection de la carte SIM avec le code NIP? Si c'est non, vous changez de provider. Bon, bonjour, au revoir, monsieur, à bientôt, parce que vous êtes en sweep swapping possible. Pareil, je ne veux pas faire de pub, mais Vidéotron, Rogers le fait. Hein. Après les autres, je ne sais pas. Mais ne publiez aucune information personnelle sur les réseaux sociaux, ne cliquez sur aucun lien. Ça peut-être paraît débile tout ça, mais en tout cas, c'est tellement longtemps qu'on le fait. Nicolas me regarde avec des yeux de chien battu. Ben oui, je sais, je suis obligé de faire, mais bon, ça, il faut faire. Puis après, c'est de savoir si vous avez été déjà pawné. Il y a des sites qui vous permettent. I have been pwned. Patrick en parlait tout à l'heure de dire qu'il y a des sites qui le font. Il y a People, Otherchurch, Hunter.io. Vous allez sur hunter.io, prenez votre boîte, vous dites nanana@maboîte.ca. Oh, il y a 15 mails qui tournent. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Ou I've been pwning. Tiens, I've been pwning, il prend tous les leaks du monde. C'est 8 milliards de leaks à tel sur la planète. Il est même sponsorisé par nos amis Microsoft et c'est un gars en Australie cool. C'est Troy Hunt, vous pouvez avoir confiance. Là, vous mettez votre mail et vous regardez toutes les bases de données sur lesquelles vous êtes fait leaker. Vos mails perso, vos mails pro, les mails avatars que vous avez et compagnie. Comme ça, ça vous permet de le savoir. Parce que les méchants passent par là. Ils se disent, attends, il m'a donné son mail, je vais aller dans LeakSecure, qui est, russe, je suis d'accord, mais c'est le seul qui l'aide, le leaking source, là. Mais le I've been pwning, ou je vais aller dans People, ou après, je vais aller dans un portail, puis je vais aller récupérer les infos. Évidemment, vous avez Belgicat. Pour ceux qui ne connaissent pas Belgicat, c'est le monsieur qui, en Angleterre, en 2014, est tombé il a eu raison d'ailleurs de tomber en manque de boulot. Il a décidé de monter son système d'investigation réseau social et aujourd'hui c'est le plus grand investigateur social avec plus de 600 collaborateurs au travers de la planète. Belgicat, c'est le même Huffington Post, peu importe, tous les newspapers de la planète se posent sur lui. Par rapport à justement tout ce qui est en guerre, Bachar el-Assad, la Syrie, la Russie, bref. Et eux, ils ont inventé et ils ont mis en place un Belgicat Online Investigation Toolkit qui fait que tout ce que je viens de vous dire pour tous les sujets, website, Discord, Facebook, Twitch, les réseaux, les shipmaps et compagnie, vous donne l'inverse pour aller voir comment vous trouvez à ça. Et là, c'est bit.ly, BCA Tools. Puis l'autre, c'est s'il vous plaît, privacytools.io. C'est un des gars en Suisse qui est vraiment, et que je suis depuis de nombreuses années. Il vous le met par catégorie. Vous pouvez choisir les meilleures catégories pour pouvoir le faire. Évidemment, pour se protéger dans la vraie vie, pour aucune fraude, n'oubliez pas, et moi c'est une fois par année, il faudrait demander une copie de votre dossier de crédit auprès de TransUnion ou d'Equifax. Si vous faites partie de la fameuse boîte verte, vous devez avoir accès, comme moi, à la gratuité jusqu'en 2026, évidemment. Mais depuis, j'ai fermé mon compte, mais comme ça, je garde la gratuité. Je peux aller jusqu'en 2026 à Equifax. Faites Equifax ou TransUnion, ça vous permet d'avoir quand même les 30 000 $ d'économie, d'assurance. Ça vous permet d'avoir quand même une notion de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre compte et qui demande quoi. Et on pourrait être surpris de qui demande quoi et comment.
d'ailleurs en l'occurrence. Vous avez Experian, TransUnion ou Equifax qui le fait. J'ai pas pu tester, mais il y a des systèmes aussi qui sont payants. Malheureusement pour ma part, c'est quand même des systèmes. Bon, vous allez me dire le reste est aussi américain, mais les autres sont des systèmes américains comme Aura qui est le premier, Identity Guard, LifeLock de Symantec, Identity Force et ID Watchdog qui utilisent aussi et que vous pouvez avoir évidemment des abonnements pour éventuellement faire une sorte de recherche, on va dire, non dynamique, mais plutôt passif au travers évidemment de votre identité, mais même bancaire et compagnie. Donc, n'oubliez pas de communiquer rapidement avec votre institution financière. C'est le premier réflexe à faire quand vous avez un doute de fraude, de signaler l'incident au service de police. Vous n'avez pas le choix, il faut porter plainte, il faut avoir un résultat de plainte de toute façon. C'est comme ça passé avec mes amis, ils étaient obligés. Au travers d'Equifax, ils sont un petit peu plus là, comme ils ont été sous... ils ont enlevé la dame qui faisait de la musique en CIO, là, donc évidemment en ciseaux, là, donc ils se sont mis au goût du jour à essayer de rectifier vite les choses, donc ils sont quand même assez rapides maintenant pour trouver point. Et n'oubliez pas de signaliser aussi l'incident au centre antifraude, évidemment antifraude-centre antifraude là-dessus, puis je vous invite vraiment à faire qu'une fois par année. Alors évidemment, voilà l'ADN numérique, hein, que je vous avais dit, expression, publication, profession, coordonnées, avis, réputation, consommation, hobbies, connaissances, avatar, audience, c'est ça votre ADN de l'IDN, si vous voulez pas être comme Gollum, à avoir, voilà, mon précieux et il nous l'a volé. Donc évidemment, faites attention et tout ça, évidemment, à les noms des systèmes qu'on a et des choses qu'on fait, même un certificat. Quand vous avez des certificats, évidemment, ils sont utilisés de la même manière. Donc je vous invite à aller voir Belgicat et à regarder comment vous pouvez, évidemment, regarder, vous, votre traçabilité numérique et de gérer, évidemment, la traçabilité numérique. Et en dernier lieu, évidemment, et ça c'est important, vos passwords. OASP l'a dit tout à l'heure et c'était le système de 4. Vous voyez, jusqu'à 11 et jusqu'à jusqu'à 10, pardon, et lower et uppercase letter, c'est 1 mois pour le craquer en brute force. 1 mois pour le craquer en brute force. Il faut arriver à 12 avec lower et des symboles pour arriver à 34 years là. Donc si vous n'avez pas ça, cherchez pas là, changez votre méthode de faire et cumulez les systèmes de password. Évidemment, il ne faut pas faire comme nos amis de la Covid et nos amis du ministère, à garder évidemment le mot de passe Wi-Fi derrière. Et pourquoi je parlais du chien tout à l'heure, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi, c'est que tous les mots de passe, c'est à 33% le pet's name. Donc comme dit la blague, mince, quelqu'un a découvert mon password, il faut que je renomme le chien. Bon, évidemment. C'est vrai que c'est con, il faut renommer le chien. C'est bête, mais évidemment, faites attention à changer vos passwords et à ne pas prendre des passwords qui sont trop poisson rouge, chien, enfant, femme. Non, mettez un truc que personne ne peut savoir, à part le fait de votre notaire et votre mari ou votre femme, selon un certain critère, pour que si vous arrive malheur, il y a quelque chose. Vous vous rappelez, en mode professionnel, on dit qu'on doit marcher en péritus et qu'on doit marcher en double. Pourquoi on ne le fait pas dans notre vraie vie là ? C'est ça qui est complètement aberrant. On ne le fait pas dans notre vie publique et privée, on le fait dans la vie professionnelle, mais pas privée. C'est pas normal. Donc évidemment, si vous ne voulez pas que Gollum se refasse les dents, tout facteur absolu, on change évidemment ces mots de passe, on gère évidemment les choses, et puis derrière, on fait attention à toutes les mauvaises choses, comme vous le voyez, hein, back-end, front-end, l'identity safe au début, plus safe, évidemment, prenez pas, s'il vous plaît, les Huawei ou tous les trucs chinois, hein, on est bien d'accord, même M. Zuckerberg a mis des choses, donc vous êtes tous sur Facebook, mais même lui, il a planqué son micro et sa webcam. Et comme disait l'armée, avec les suffragettes, nos suffragettes canadiennes, nos petites madames qui étaient évidemment au front de guerre en Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, ça fait 100 ans. Le silence égale la sécurité. Tant que vous ne faites pas de bruit, vous êtes sécure. Continuez. Bienvenue au Hackfest 120-22, je vous attends en nombre. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir évidemment m'enduré pendant cette heure. Merci à vous. Merci Franck.